Donc on est revenu au début. Donc comme je vous disais, pourquoi il faut un règlement intérieur plus que jamais dans un CSE? Parce que précisément, on est passé d'un code du travail qui était ce qu'on appelle d'ordre public, c'est-à-dire qu'il s'appliquait quoi qu'il arrive au minimum en fonction d'un certain nombre de considérations. C'était les minimums un peu comme le SMIC, entre guillemets, à un dispositif de code du travail qui est devenu aujourd'hui complètement supplétif. Ça veut dire que c'est la négo qui l'emporte et qui prime, sauf exception, un certain nombre de points. Vous vous rappelez, on en avait déjà parlé quand on s'était vu le mois d'octobre, pour illustrer le propos, on peut vous consulter sur les comptes d'entreprise une fois tous les 3 ans. Si vous êtes d'accord, très bien, écoutez, voilà. Alors, l'entreprise publie des résultats tous les trimestres, c'est assez cocasse d'expliquer aux élus qu'on va les consulter sur les comptes une fois tous les 3 ans. Donc on peut parfaitement, par accord, déroger à des règles et donc se retrouver avec une situation moins disant que le Code du travail. D'accord? Donc le risque que l'on a aussi, si on ne fait pas un règlement intérieur, c'est aussi de ne pas traiter un certain nombre de points d'organisation, et on va voir qu'il y en a plusieurs. Il y a les questions de délégation, il y a aussi les questions de PV. Vous avez vu que tout à l'heure, on a parlé des heures de délégation, et on a vu que dans le Code du travail, le secrétaire n'a plus d'heures en plus des autres, contrairement au CE. Vous vous rappelez qu'en CE, de mémoire, il a 20 heures en plus. Enfin, je dis ça de mémoire, en tout cas, il a... Non, j'ai toujours cru qu'il y avait plus d'heures. Enfin, en tout cas, donc, alors autant pour moi, mais en tout cas, c'était un usage, effectivement. Autant pour moi. Je pensais qu'il en avait plus. Donc, en tout état de cause, le secrétaire n'a pas plus d'heures de par la loi. En revanche, aujourd'hui, ce que nous dit la loi, c'est qu'il doit faire les PV dans les 15 jours. C'est un délai relativement court. Et en fait, non, c'est pas dans les 15 jours. C'est dans les 15 jours au plus tard, ou pour la prochaine réunion si elle a lieu avant. Ce qui veut dire que si vous enchaînez 2 réunions à 8 jours d'intervalle, le PV doit être prêt pour la réunion suivante. D'accord? J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous présenter Coralie qui est avec nous, justement, qui est une ancienne élue CE et qui a créé une structure de rédaction de PV. Effectivement, je me disais, je ne connais pas ce visage. Oui, pourtant, je t'avais prévenu à plusieurs reprises, et puis je me suis dit, un prénom comme Coralie, tu ne peux pas ne pas le retenir. Voilà, donc Coralie est avec nous, voilà, c'est une ancienne élue du CE IMI Music, vous donnez le nom de l'entreprise, qui était longtemps secrétaire du CE notamment, et qui connaît bien les problématiques, notamment de représentants du personnel. C'est pour ça qu'on... Il y a eu quelques petits problèmes de harcèlement chez IMI. Petit, ouais. C'est le milieu artistique qui veut ça. Oui, voilà, c'est ça. Puis on termine tard. On va dire ça comme ça. Puis on termine à minuit, on boit un peu de vin. Alors, on confond en fait. Ça devrait même être autorisé, la limite. Après tout. Minuit avec du vin. Bienvenue à Coralie. Voilà, donc voilà. Et ok, donc on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, donc la règle matérielle, c'est vraiment un point qui est important et qu'on vous invite à regarder de près. Donc voilà, et donc c'est pour ça qu'on vous donne ces éléments-là. Et puis, ça remplit un certain nombre ça pallie plutôt un certain nombre de flous juridiques qu'il y a dans le Code du travail. Ça permet aussi d'organiser les relations entre les élus et les salariés. Donc, effectivement, pour nous, c'est un point qui est plus que jamais important. Je vais passer vite sur ces points-là. Donc, effectivement, alors, bon, vous avez quelques éléments, parce qu'il faut aussi convaincre votre employeur de signer un règlement intérieur. Alors, je vous précise tout de suite, vous n'avez pas besoin de son accord si vous n'avez pas plus que la loi. Si vous voulez des moyens supplémentaires par rapport à la loi, il faudra son accord par définition. D'accord? Ça veut dire que dans tout état de cause, même si votre employeur n'est pas d'accord pour mettre en place un règlement intérieur, vous pouvez de vous-même, évidemment à la majorité des élus, en fixer un avec un certain nombre d'attributions. Simplement, là, les moyens seront limités à ce qu'est le Code du travail. Donc, on va notamment traiter ces points-là. On l'a dit tout à l'heure, comment arrêter les comptes, comment élaborer et diffuser les PV, est-ce que les PV ont 0 par mail, est-ce qu'on les affiche, enfin, il y a toutes sortes de choses toutes bêtes, entre guillemets, à régler, et qui, si elles ne sont pas réglées par ce règlement intérieur, ne sont pas réglées en réalité, puisque le Code du travail ne dispose de rien sur ces éléments-là. D'accord? Les questions de budget, les délais aussi de versement de l'entreprise, parce que par exemple, quand on vous dit que vous avez droit à 0,2, c'est très bien, mais vous les avez quand les 0,2? En début d'année, en milieu d'année, tous les mois, tous les 6 mois, comment? Le 1er janvier, il faut l'exiger. Oui, voilà, ça c'est l'idéal, mais je dirais même qu'à la limite, on peut faire mieux que ça, pardon de le dire, c'est qu'a priori, l'entreprise se paye tous les mois, jusqu'à preuve du contraire, parce que c'est une obligation légale, donc de la même manière elle vous prélève sur votre salaire le pass, là, vous savez, pour le verser maintenant à l'État, elle peut aussi parfaitement, puisqu'elle connaît sa masse salariale, vous verser, je dirais, dans les jours qui suivent ce mois-là, votre 0,2 et puis vos activités sociales. Donc c'est des points que vous allez traiter. D'accord? Dans cet accord en disant c'est tous les mois ou tous les trimestres. Après, bon, je dirais que moi c'est comme vous voulez, j'ai pas de suggestion particulière à vous faire sur le point-là.
Mais en tout cas, il faut aussi traiter ces points-là, et ça me paraît important. Et puis, par exemple, un truc tout bête, c'est que qui sont les bénéficiaires des ASC? C'est qui? Question, c'est une colle. C'est qui les bénéficiaires des activités sociales et culturelles? Les salariés, uniquement les salariés? Non, les anciens, les salariés, les anciens salariés, la famille des salariés, Les paxés? Les concubinés? oui, Un petit ami? bah oui. J'en sais rien, moi, je sais pas. C'est le règlement intérieur qui va me le dire. Si je regarde le code du travail, il me dit les salariés, et il me parle des anciens salariés, mais pour les anciens salariés, on me dit le CE peut, enfin le CCE peut leur attribuer. C'est pas doit. Et c'est pour ça que le règlement intérieur peut traiter ces points-là, parce qu'il peut considérer. Mais si je vais au bout, heureusement, il y a dans ce cas-là, je viens faire un CDD d'une journée chez Dior, parce que je défile compte tenu de mon corps de rêve pour une journée chez vous. Alors, Je suis pas sûr qu'il rentre dans les vêtements. Ben non, c'est la vêtement électrique. Et donc, j'ai fait une journée chez toi, le lendemain je viens, toc toc, est-ce que je peux avoir droit à mon sapin de Noël et tout ça? Donc, fixer des règles, c'est aussi fixer des choses comme ça, qui disent qu'il faut avoir une certaine durée, ou par exemple, nous ce que je vous préconise, dans ce cas-là, c'est plutôt de dire que c'est les retraités qui en bénéficient. Parce que les anciens salariés, alors après ça dépend des entreprises, les entreprises il y a très peu de CDD, donc on peut dire c'est pas grave, et ça me va que vous attribuez ça à des salariés qui ne sont plus chez vous, j'ai pas de souci avec ça. C'est le premier problème de nombre de personnes que vous avez à gérer. D'accord? Je rappelle qu'aussi, vous ne pouvez pas non plus exclure des activités sociales et culturelles les stagiaires. D'accord? Vous avez d'une entreprise à l'autre, vous pouvez avoir J'ai connu des entreprises, à Coralie aussi, elle connaît des entreprises dont on taira le nom, qui avaient, je ne dirais pas plus de stagiaires que de salariés, il ne faut pas déconner, mais qui avaient beaucoup de stagiaires. Donc, toutes ces questions-là, elles sont réglées par votre règlement intérieur. Vous avez un principe général de droit qui dit non-discrimination, mais une fois que vous avez dit ça, vous pouvez parfaitement fixer un certain nombre de règles et dire ça peut être que les anciens, les retraités, merci. Et pas tous les anciens salariés, parce que quelqu'un qui a fait 2 mois qui est parti, il vient 8 ans après en me disant tiens, au fait, j'ai piscine et je voudrais bien aller prendre un droit d'entrée, enfin un billet moins cher, etc., ou un chèque vacances. Vous voyez bien qu'il faut traiter ces points-là. En tout cas, si vous ne les traitez pas, vous avez des risques de flou, voire de contentieux, enfin peut-être pas de contentieux, mais en tout cas de litige. D'accord? Vous pouvez également, avec ce règlement intérieur, mettre en place la communication, comment on explique aux salariés, comment on communique avec les salariés sur les activités sociales, mais aussi sur le fonctionnement, comment on diffuse les PV si on le souhaite, etc. Donc tout ça, c'est un règlement intérieur qui va vous sécuriser. Je ne vous dis pas que vous ne le faites pas, hein, c'est un peu comme M. Jourdain, je ne dis pas que vous avez eu besoin d'un règlement intérieur pour faire tout ça, parce que vous l'avez fait. Vous avez communiqué avec les salariés, et heureusement, vous avez attribué, et heureusement, et vous avez évidemment fait des permanences, etc. En revanche, le fait de caler dans un règlement intérieur, c'est aussi se forcer à réfléchir à cette organisation. C'est tout le jeudi, oui, d'accord, mais de midi à 14h, d'accord, mais ce n'est pas toujours les mêmes qui s'y collent. Par exemple, ça peut être une espèce de roulement, enfin voilà. Hein. Donc tout ça, c'est tous les points que vous devrez traiter dans ce fameux règlement intérieur. Alors, quelle est la validité juridique? Le règlement intérieur ne peut contrevenir les dispositions légales, oui, très bien, merci, ou imposer à l'employeur une obligation supérieure à la loi sans son accord. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et désormais cette règle est inscrite dans la loi, il est adopté par un simple vote à la majorité des titulaires présents. L'employeur y participe mais ne dispose pas d'un droit de veto, sauf pour les points qui lui imposeraient, on l'a vu encore tout à l'heure, des engagements supérieurs à la loi. D'accord? Il a force obligatoire pour tous les points du CE, le règlement intérieur comportant des contraintes supérieures à la loi et adopté avec l'accord de loi constitue un engagement unilatéral qui lui est opposable. Donc en termes clairs, une fois qu'on a fixé ça, ça devient la règle du jeu, un peu comme les statuts d'une entreprise, pour la durée du mandat ou pour une durée indéterminée si vous avez un règlement intérieur à durée indéterminée. Ça là-dessus, je vous laisse vous simplifier la vie. Moi je préfère mettre un accord à durée indéterminée, un règlement à durée indéterminée, quitte à le revoir le cas échéant à l'élection suivante. Hein. Sinon ça veut dire qu'il faut à chaque fois reprendre l'exercice. D'accord? Et donc en revanche, une fois qu'il est adopté, comme c'est la loi des parties, le non-respect du règlement intérieur, y compris par l'employeur auparavant, c'est aussi un délit d'entrave. D'accord? C'est clair ce point? Pas de difficulté. Voilà. Donc, on l'a vu tout à l'heure, donc la structure généralement d'un règlement intérieur, c'est plus un canevas qu'on vous a mis et que Patrick enverra par mail à ceux que ça intéresse, évidemment. Un canevas de tous les points, c'est un peu un pense-bête, ça, c'est la checklist entre guillemets avant de décoller. Composition, organisation, moyens, les réunions, tout ça, financement, donc c'est les histoires de quand est-ce qu'on vous les verse, c'est comment on le calcule, etc., etc. Relation avec les salariés et quelques dispositions finales. D'accord? Donc on vous déroule très vite ici la composition, bon, rien d'extraordinaire, hein. Généralement on préconise un bureau, secrétaire, du trésorier et des adjoints.
Attention, le secrétaire adjoint est optionnel en CSE, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de nommer un secrétaire adjoint. Généralement, on préconise également pour éviter à chaque fois, si le secrétaire est absent ou la secrétaire, qu'il y ait à nouveau un vote lors de la réunion où le ou la secrétaire est absente. Et puis ça peut être aussi pour décharger un peu le ou la secrétaire de s'organiser ainsi. Voilà, donc ça permet de remplacer aussi les membres du bureau. Lorsqu'il y a des sociétés anonymes et des représentants du CE qui vont au conseil, du CSE, pardon, de temps en temps, ça va pas sortir correctement. Il y a des représentants et donc on peut aussi les désigner, enfin le règlement intérieur peut prévoir la manière dont on les désigne, par exemple. D'accord ? Et même chose pour l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui est quand même une réunion importante dans certaines structures, n'est-ce pas ? Non. Ce papier, ben voilà. C'était une blague. Alors, même chose, et comme les fameuses commissions dont on avait parlé tout à l'heure ce matin, pardon, on peut également fixer un certain nombre de règles pour ces commissions-là, et les fixer dans le règlement intérieur, les membres, quand est-ce qu'elles se réunissent, pourquoi, ceci, cela. Tout ça peut être mis dans le règlement intérieur. Encore une fois, c'est toujours de l'optionnel, puisque par définition, en théorie, en tout cas, et nous on ne vous recommande pas, on pourrait fonctionner sans règlement intérieur. Mais ça voudrait dire qu'à chaque fois, c'est le bazar pour trouver une solution. D'accord ? C'est un peu une règle du jeu qu'on se fixe entre nous. Okay ? Organisation et moyens. Donc on parlait tout à l'heure de la question de l'ordre du jour et des PV surtout. Quels seront les niveaux de délégation qu'on donnera aux secrétaires ? Encore une fois, là-dessus, c'est un point qui est important, puisque si on respecte les textes strictement et s'il n'y a pas de délégation, le secrétaire ne peut rien faire tout seul. À part discuter de l'ordre du jour et rédiger le PV. En pratique, on sait bien que ça se passe un peu autrement. D'accord ? Vous savez que la règle, c'est fixation de l'ordre du jour de manière conjointe avec l'employeur. Okay ? Et que, en revanche, ce qui est un point important, c'est qu'un dispositif d'ordre public obligatoire est inscrit de droit par l'un ou par l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez ce point-là. Ce point-là, c'est qu'en réalité, quand vous avez une consultation rendue obligatoire par un texte, vous pouvez l'inscrire de vous-même. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas consulté depuis 3 ans sur vos comptes, vous pouvez le mettre vous-même. D'accord ? Il ne faut pas seulement penser à l'employeur qui peut vous imposer, on pense tous au plan social, et l'employeur, si le secrétaire n'est pas d'accord pour mettre le plan social, et on comprend pourquoi il ne serait pas d'accord, c'est inscrit. Mais cette disposition, elle vaut également pour le ou la secrétaire, à savoir qu'il peut inscrire de lui-même un point rendu obligatoire par les textes. D'accord ? Et alors, on l'a vu tout à l'heure, le remplacement d'un titulaire par un suppléant, c'est le truc complexe par définition à gérer, puisque le concept théorique qui consiste à dire les suppléants n'assistent qu'en remplacement d'un titulaire, ok, mais si le titulaire est absent à la dernière seconde, pas forcément parce que, j'allais dire, entre guillemets, il est de mauvaise volonté, mais il peut avoir un imprévu de dernière minute où il y a un train qui est bloqué, je ne sais pas où, dans la neige, et il ne peut pas venir, ça arrive, des choses qui arrivent. Comment on fait ? Et si mon suppléant il est à l'autre bout de la France, il ne va pas pouvoir venir me remplacer au pied levé et être là 10 minutes après. Donc nous, ce qu'on préconise dans le règlement intérieur, c'est de prévoir que j'ai 10 titulaires et 2 suppléants qui assistent. Et après, on fait un roulement en fonction des listes, des couleurs syndicales, de ce que vous voulez, de l'âge du capitaine, etc. Et donc ces 2 suppléants, finalement, ils seront suppléants de fait, mais ils pourraient au dernier moment se substituer à un titulaire si au dernier moment on avait un titulaire qui était absent. Alors je ne parle pas du titulaire qui depuis une semaine vous a dit je ne suis pas là, je suis en congé, et là, entre guillemets, c'est facile, ou ça paraît facile de le remplacer par son propre suppléant, celui de sa liste et de son collège. Ça, j'ai pas de souci. Je parlais de ces espèces de choses imprévisibles. D'accord ? Comment on fonctionne sur les ordres de délégation ? Je parlais tout à l'heure de comment ça marche les ordres de délégation. Les fameux bons de délégation. Je remplis un papier, je dépose chez le DRH, je suis absent 2 heures, etc. etc. Vous vous rappelez que vous n'avez pas forcément à dire ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de lui dire que vous êtes allé voir votre syndicat préféré ou ce que vous voulez. Ça aussi, c'est réglé par le règlement intérieur. D'accord ? Même chose pour les formations, vous avez vu, je crois qu'on l'a passé la dernière fois qu'on s'était vu, il y a une formation obligatoire des membres de la commission santé, sécurité, commission de travail. Donc on peut aussi organiser ici les modalités pratiques de cette formation. Est-ce qu'on le fait en plusieurs étapes? Est-ce qu'on fait 5 jours d'un coup, 3 jours plus 2? Enfin voilà, tout ça c'est des choses qu'il faut régler. Le fameux local et les frais de déplacement. Comment ça marche? Frais de déplacement, est-ce qu'on se base, ce qui paraît du bon sens, sur, on va dire, la charte interne de l'entreprise, c'est le même tarif, etc., ou pas?
ça peut être un point qui est à discuter. Je prends un exemple typique et basique, c'est qu'évidemment, selon que les réunions ont lieu dans Paris ou elles ont lieu dans une petite ville de province, le tarif des hôtels n'est pas tout à fait le même, a priori. Hein. Enfin, voilà, on a tous en tête ce point-là. Donc ça peut être des points qui peuvent être réglés aussi dans ce règlement intérieur, qui vont dire, voilà, je sais pas, un hôtel c'est 3 étoiles, ou alors un hôtel c'est 150 €, enfin, ou 100 €, enfin, pas de tarif à vous préconiser, mais en tout cas, c'est des choses toutes bêtes comme ça qui peuvent être réglées dans ce règlement intérieur, et la question du local également. Voilà. Réunion, encore une fois, sur les réunions hors public, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une réunion tous les 2 mois pour les moins de 300, et une réunion par mois pour les plus de 300, et au minimum, il y a 6 réunions par an. Ça veut dire que même les CE de plus de 1000 salariés pourraient se réunir une fois tous les 2 mois, si ils acceptaient de signer un tel accord. Vous voyez, attention à ça, et il faut évidemment fixer, ça peut être fixé dans le protocole, mais on peut aussi en discuter dans le règlement intérieur. Donc voilà, dernier point important sur les réunions, c'est la fameuse BDES. Je crois que vous en avez déjà, on en a parlé à plusieurs reprises ici, vous avez dû en parler avec d'autres, des intervenants que moi-même d'ailleurs. À terme, le CSE, il ne recevra plus de documents. Tout sera déversé, en théorie, dans la BDES. Sauf que si votre BDES, elle ne fonctionne pas, vous faites comment? Et elle peut ne pas fonctionner pour des tas de raisons. Soit elle n'est pas alimentée, soit elle n'est pas mise à jour, soit vous ne recevez pas les mises à jour. Enfin, tout ça, c'est à discuter pour que, à terme, votre BDES, elle fonctionne. Parce que si elle ne fonctionne pas, vous avez un vrai problème. D'accord? Réunion, très bien. Comment ça marche? Comment on fait les temps de trajet? C'est des heures de délégation? Oui, non, etc. C'est pas des heures de délégation, puisque c'est une convocation de réunion obligatoire. Il ne faut pas tomber dans le piège de les mettre dans les heures de délégation, ces temps-là. D'accord? Ils font partie de la réunion, en réalité. Vous partez de chez vous pour la réunion, donc c'est un accessoire de cette réunion. Réunion préparatoire, il n'y a rien qui est prévu dans le Code du travail, donc si vous n'avez pas mis dans un règlement intérieur la possibilité d'en faire, ça peut vous compliquer la vie. D'accord? Ok? Donc parfois, vous avez une entreprise qui convoque tout le monde à 9 h, les gens viennent de partout en France, à 9 h le mardi matin. D'accord? Donc, puisque généralement les gens vont venir la veille, ça peut être l'occasion de discuter d'une possibilité préparatoire la veille. Pas sur une préconisation, hein, vous faites comme vous voulez. Tout ça, c'est à fixer dans le règlement intérieur. Ok? Le fameux procès verbal. Donc le délai de transmission, c'est 15 jours, sauf exception. L'exception, c'est qu'effectivement, si j'ai une réunion suivante, en réalité, il doit être prêt au plus tard 15 jours, et pour la réunion suivante, si elle a lieu avant. Donc, on voit bien ici qu'en termes de fonctionnement et d'organisation pour le secrétaire, ça peut être très compliqué. Voire impossible, en réalité, voire intenable. D'accord? Et si j'ai pas de secrétaire adjoint, comment je fais quand le secrétaire est absent? Il faut élire quelqu'un, et si la personne s'est dit waouh, je vais peut-être pas y aller parce qu'en plus il va falloir faire le PV, il va falloir le rendre dans les 8 jours, etc. Donc vous voyez, c'est des choses toutes bêtes. Et quand on est dans un plan social, il y a quelques tensions dans un plan social, hein, qu'on comprend tous. Là, le délai, vous savez, il est de combien pour faire le PV? Une semaine? 48 heures. C'est pas loin, Valérie. C'est 3 jours. 3 jours pour rendre un PV, vous imaginez, dans certaines réunions un peu sportives, hein, on va dire, voire plus que sportives, voire houleuses, voire plus que ça. Ça, c'est un vrai problème. Et donc, l'organisation, et c'est pour ça que le règlement intérieur peut avoir son importance ici. Parce que, par exemple, le règlement intérieur aussi peut prévoir qu'il y ait quelqu'un qui vienne prendre des notes, d'accord, à la charge de l'employeur, ou à la charge du budget de fonctionnement, moitié-moitié, comme vous voulez, etc. Si l'employeur l'impose, c'est à lui de payer. S'il ne l'impose pas, ça se discute. D'accord, oui, bien sûr, ce qu'il vous l'impose pas. Mais vous voyez bien que ça, c'est un des éléments clés de votre organisation. Parce que comment je vais fonctionner et comment je vais tenir ces fameux délais légaux, d'accord? Alors, vous avez une autre possibilité, qui est une possibilité qui, pour moi, il faut utiliser avec modération, c'est que vous pouvez également, dans l'accord, dire ça n'est pas 15 jours pour le PV, mais c'est 1 mois. Parce qu'effectivement, le fameux délai de 15 jours, c'est à défaut d'accord. Mais si vous passez 1 mois, vous avez d'autres inconvénients, parce qu'on sait bien aussi que plus on fait un PV tardivement par rapport à une date où la réunion a lieu, moins on se souvient exactement du contexte, etc. Donc, il faut trouver ici, je dirais, un bon compromis. Et bon compromis, ça peut être effectivement que vous ayez quelqu'un qui prenne des notes et qui vous fasse, on va dire, l'essentiel du PV, qui sera ensuite, bien sûr, validé en réunion avec les membres. Donc voilà, donc vous avez des obligations comptables et des financements. Il n'y a pas de gros changements par rapport à avant, hein, il n'y a pas de problème. Vous vous rappelez qu'on peut verser les excédents annuels dans la limite de 10% d'un budget à l'autre. Vous vous rappelez que c'est uniquement l'excédent en termes de bénéfices, si je puis dire.
peut être versé d'un budget à l'autre. Là, il n'y a pas de difficulté. En revanche, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être bien d'avoir un calendrier de versement. Oui. L'assiette a diminué, parce qu'avant, il y avait les indemnités de départ, etc. Tout à fait. L'assiette a diminué parce qu'en réalité, les ordonnances nous ont coupé l'herbe sous le pied, parce que je vous rappelle qu'il y avait tout un contentieux dit du compte 641 initié par la Cour de cassation qui disait qu'il faut prendre les salaires plus tout ce qui est dans un compte qui s'appelait 641, dans lequel on retrouvait les indemnités de licenciement. Et la Cour de cassation a ensuite nuancé en disant les indemnités légales, mais pas les supra-légales, enfin, etc. Donc ça faisait des sommes parfois très importantes. Simplement, les ordonnances, elles nous ont coupé tout ça, si il n'y a rien à voir. Donc c'est les salaires, point barre. D'accord? Donc j'allais dire, le problème est malheureusement derrière nous. Hein. Donc c'est uniquement les 15 salaires. Et donc, par exemple, la fameuse prime, là, gilet jaune, là, où Macron, le paie comme vous voulez, la 1000 €, elle n'est pas dedans puisqu'elle n'est pas soumise à cotisation. D'accord? Ok. Donc voilà, qui fait la comptabilité du CSE? Le trésorier, oui, j'en sais rien. Moi, hein. C'est écrit nulle part dans le texte de loi, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est à vous d'en discuter. Et est-ce qu'il a du temps pour faire ça, et tout ça? Est-ce qu'on lui achète un logiciel, et tout ça? Enfin bref, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut fixer à règlement intérieur. Qui est en relation avec les banques, dans quelles limites on signe un chèque jusqu'à hauteur de temps, un virement jusqu'à hauteur de temps, tout ça est fixé dans le règlement intérieur. Okay. À défaut de règlement intérieur, le trésorier n'a aucune délégation, pas plus que le ou la secrétaire, ce qui veut dire qu'en théorie, on va prendre l'exemple un peu basique tout à l'heure, je vais acheter un stylo, il me faut un vote du CSE. Je sais bien qu'on ne fait pas du tout comme ça, personne ne fait comme ça, on ne vous invite pas à tomber dans ce côté psychorigide. En revanche, d'un point de vue conceptuel et théorique, c'est comme ça que s'applique le texte de loi. D'accord? L'arrêté des comptes, même chose, c'est une obligation légale, mais comment ça marche? Comment on fait? Est-ce qu'on a du temps pour ça? Oui, non, etc. Je rappelle que les comptes doivent être arrêtés et présentés au CSE au plus tard le 30 juin. D'accord? Une fois par an. Ok. Il y a un rapport de gestion, il y a un rapport sur les conventions réglementées, enfin bref, il y a tout un certain nombre d'obligations à respecter. Voilà, relation avec les salariés bénéficiaires, donc bien déterminer les bénéficiaires, n'oubliez personne, on en a déjà parlé tout à l'heure. Pensez aux conditions d'octroi. Est-ce qu'on peut fixer un critère d'ancienneté pour attribuer les ASC? Oui, non? Oui? Combien? Maximum? Ce qu'on veut? Tous ceux qui ont moins de 20 ans d'ancienneté n'ont droit à rien. Est-ce qu'on pourrait mettre ça? Non. Que ceux qui ont entre 20 et 21 ans, pile poil comme moi, pas de chance pour vous. Je suis allé tout seul le sapin de Noël, c'est formidable, je vais être content. Oui, pardon? Fin de période d'essai? Fin de période d'essai? Ah non, non. La loi dit 0. La loi dit 0, mais l'URSSAF tolère 6 mois. Mais attention, c'est ce qu'on appelle une tolérance. Ce qui veut dire qu'elle ne s'applique pas de manière obligatoire à un juge. Ça dépend des URSSAF. En plus, oui, oui, tu as raison. Mais en tout cas, maintenant, on a quand même une position de la cause. Voilà. Mais encore une fois, c'est une tolérance, c'est-à-dire qu'elle considère qu'il n'est pas discriminatoire le fait de conditionner les ASC à un minimum d'ancienneté dans la limite de 6 mois. Voilà ce que nous dit l'URSSAF. Simplement, un juge peut parfaitement vous dire, mais c'est nulle part dans aucun texte. Et en ce sens-là, il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le Code du travail qui prévoit qu'on ait une ancienneté. Bon, en tout cas, c'est quand même plus simple de le fixer, parce qu'une fois qu'on l'a fixé, ça cause à peu près à tout le monde. Et puis, ça ne laisse pas planer des rumeurs selon lesquelles, en gros, on fait comme on veut, quoi. Voilà. Hein, donc, on peut mettre 3 mois, par exemple. Généralement, nous, ce qu'on peut glisser 3 mois, peut-être. C'est pas mal. OK? Et bien évidemment, vous le savez tous, quelqu'un qui est en congé parental ou en congé sabbatique, ou SMH, ou ce que vous voulez, a-t-il droit aux ASC, oui, non? Oui, oui, c'est bien, tout le monde maîtrise, on est d'accord. Ok. Même un congé sabbatique? Oui, même un congé sabbatique, parce qu'il ne faut pas confondre le fait qu'il contribue au budget par son salaire, parce que c'est une condition, ça n'est pas une condition pour en bénéficier. D'accord? On peut prendre l'exemple du stagiaire. Le stagiaire, il n'est pas dans la masse salariale, il reçoit une indemnité de stage, enfin, sauf exception. En tout cas, il reçoit une indemnité de stage, Valérie, il est aussi bénéficiaire, au même titre que les autres. Alors, sous condition d'ancienneté, d'où cette condition d'ancienneté à 3 mois, parce que quelqu'un qui est là pour un stage de 15 jours, on peut considérer que ce n'est pas forcément nécessaire. Okay, donc voilà, donc vous allez fixer là-dedans tableau d'affichage. Est-ce que je peux utiliser des outils informatiques de l'entreprise pour communiquer? La réponse c'est ça dépend, c'est-à-dire que si j'ai un accord de l'entreprise, oui, si j'ai pas d'accord, non. D'accord?
Ok, si vous pas vous donnez l'accord, vous faites ce que vous faites. Oh, on va créer une page Facebook, monsieur. Vous allez voir que tout de suite, ça va lui paraître plus intelligent de vous laisser utiliser. N'inquiétez pas, ce sera un groupe fermé. Je pense que ça va plus l'intéresser que vous passiez par le mail de la boîte. Voilà. Donc, il faut toujours avoir un élément à opposer quand quelqu'un vous dit non. Hein, voilà. Est-ce que le comité a un site internet, ou non, un intranet, ou non, etc. Tout ça, c'est à discuter et à mettre dans le règlement intérieur. Les fameuses permanences, on en a parlé, les réunions avec les salariés, ici, ça peut être intéressant de fixer dedans. Voilà, et je termine avec le renouvellement du comité. Les membres du comité sortant doivent rendre compte au nouveau comité de leur gestion. Tout ça, il n'y a pas de changement. C'est exactement comme pour le CE. En revanche, et c'est la petite subtilité juridique, je dirais, macronienne, c'est que le CE, il ne rend pas compte au CSE, puisque le CE, il disparaît et le CSE, il se met en place. Alors évidemment, le conseil de bon sens, qui est normal que les anciens élus, le cas échéant, répondent de leur gestion ou puissent nous donner des éléments d'information, ça va de soi, mais ça n'est pas prévu par la loi. Parce que le CE disparaît, le CSE se met en place. Okay, généralement, on va faire un peu décoller de ce truc. Un peu de ménage. Pardon? Ça permet de faire un peu de ménage. Par exemple, oui. Voilà. Mais les pots pourris, hop, hop, ils sont enterrés, ils finissent pas le plan. On repart à zéro. Donc voilà, donc il y aura un rapport général d'activité, un rapport financier, mais ce truc-là, c'est aussi une manière de rendre compte aux salariés de votre mandat. Hein, donc c'est pas seulement pour respecter une obligation légale, c'est aussi pour le faire. Okay, Est-ce que c'est à ce niveau-là aussi qu'on peut parler de la RGPD par rapport à la gestion des données Bon réflexe, tout à fait. On peut en parler là, oui. Parce Absolument. que en relation avec les salariés, Oui, merci. cette Pardon. obligation de... Oui, c'est bien vu, c'est très bien vu. Vous savez que vous devez désormais, depuis le mois de mai 2018, on en avait parlé, je crois, ici, obtenir l'accord explicite des salariés pour l'utilisation des informations les concernant. Et finalement, on a fait pas mal d'informations personnelles, nombre d'enfants, mariés, pas, enfin mariés, c'est pas le terme, en tout cas en couple, pas en couple, ce que vous voulez, l'âge, le cas échéant, ou la catégorie, ou la tranche de salaire. Enfin, on peut avoir des informations d'ordre personnel. On a même, pour certains CE, leur compte bancaire, puisqu'on leur fait des fois des versements, d'accord? Donc vous devez obtenir l'autorisation explicite du salarié. Donc effectivement, le règlement intérieur, il ne va pas obtenir à l'insu du plein gré des salariés leur accord, mais il peut très bien prévoir la modalité avec laquelle elle sera prise. Il y a plus encore à approfondir, parce qu'on doit aussi faire la démonstration aux salariés que l'on garde leurs données d'une manière sécurisée, qu'on les archive et qu'on... Non, on n'a pas à le lui démontrer. On doit le faire, c'est pas vrai. Mais dans les outils et les moyens dont le CE se dote au niveau de son règlement intérieur, Oui. il peut le spécifier, ça. Oui, il peut, mais il doit. C'est pareil. Parce que c'est demandé. Oui, mais il peut, c'est pas il doit. C'est une possibilité, c'est pas une obligation. Vous disiez, il doit. Vous n'avez pas l'obligation de prouver aux salariés que vous conservez ces données de manière sécurisée, mais vous devez le faire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ouais, c'est comme la table, tu vois. Oui, j'ai voulu Tu peux t'asseoir, mais j'ai dois pas pas le faire. Mais j'ai pas fait. T'as vu, j'ai senti comme un truc là, ça a fait un peu. Oui, d'ailleurs en même temps une table c'est pas fait pour s'asseoir dessus. En fait, c'est un truc que je sais depuis pas beaucoup de temps. C'est comme le CE, c'est oui, Yann. Lorsqu'on a des salariés détachés, Oui. donc pour le comité d'entreprise, c'est aussi dans la gestion, je dirais, de savoir qui fait quoi vis-à-vis de... C'est là-dedans qu'on le met aussi. Oui, on peut effectivement prévoir dans le règlement intérieur, on ne doit pas, mais on peut prévoir que les 2 ou 3 personnes, enfin, je sais pas, les X salariés détachés, chacun aura tel ou tel rôle, l'un de s'occuper de la compta. Mais tu as aussi le rôle des, par oui, exemple... le secrétaire, il fait quoi? Qui manage qui? Voilà. Et comment? Et quel est son degré de délégation? Est-ce qu'il a le droit de licencier tout seul? Non, je déconne. Non, mais en tout cas, vous pouvez prévoir un certain nombre de règles d'organisation. Qui est le référent, je veux dire, ou le chef, entre guillemets, ou le manager, enfin, vous pouvez utiliser le terme que vous voulez, mais je suis d'accord, Yann, c'est bien vu, effectivement. Donc, RGPD, on peut en parler, mais ce qui est fondamental, c'est surtout de respecter ce texte, qui est de 1, obtenir un accord explicite des salariés pour l'utilisation des informations, et 2, de garantir la sécurité des informations détenues, et puis leur destruction une fois qu'on n'en a plus besoin, c'est-à-dire en termes clairs, quand le salarié a quitté l'entreprise. Alors on avait dit, nous, préconisé qu'on garde ça encore 4 ans pour les histoires de contrôle de SAF, mais au-delà, on n'a pas de raison de garder. L'équipe est partie depuis 15 ans, ça ne sert à rien de savoir s'il a des enfants ou pas, et d'avoir son IBAN, enfin son RIB. Okay, voilà.
Donc le règlement intérieur, c'est très très fortement conseillé, je dirais quasi obligatoire si on regarde le fonctionnement du CSE. Oui, dernière question. À quel moment on le fait, le règlement intérieur? On n'a encore rien fait. Je sais pas, non, je plaisante. Aussi après les élections. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire un règlement intérieur avec des gens qui ne sont pas encore élus, parce que franchement, c'est pour faire un règlement intérieur que ceux qui seront élus vont trouver nul, ça ne sert à rien, vous allez vous fatiguer. Il vaut mieux le faire à la première réunion ou peut-être à la deuxième. Voilà, je pense. Conceptuellement, on pourrait le faire avant, mais qui va l'adopter? J'ai pas encore CSE. Donc par hypothèse, on l'a vu, le règlement intérieur est adopté à la majorité des membres du CSE. Donc si mon CSE n'est pas en place, qui va adopter ce règlement intérieur? Vous pouvez faire une préconisation si vous voulez, hein, mais ça s'arrête là.